Vous, Binta, vous recevez ce soir le professeur Maurice Soudieck-Dione. C'est à vous. Maurice Soudieck-Dione et il est professeur agrégé en sciences politiques et nous le recevons avec plaisir sur ce plateau. Bonsoir, Monsieur Dione. Bonsoir, Binta. Alors, il est attendu demain le traditionnel discours du président de la République, le discours de Nouvel An. Aujourd'hui, sur quoi devrait s'appesantir le président en termes de priorité dans son discours? Oui, je crois qu'on attend encore quelques heures pour le discours du président de la République. Je crois que le président devrait naturellement s'appesantir sur ses réalisations, puisqu'on a vu qu'il y a eu pas mal d'inaugurations ces derniers temps, et le contexte des élections locales qui pointe à l'horizon fait que le président risque de s'embarquer un peu dans cette perspective quant à expliquer davantage son action et montrer les réalisations qu'il a faites afin d'avoir toutes les chances certainement pour engager ces échéances électorales. Oui, alors après le discours, on l'attendait souvent, c'était devenu traditionnel, en face à face avec la presse, pour beaucoup plus une exhaustivité par rapport aux questions de l'heure, mais il a différé cette conférence de presse jusqu'au-delà des locales. Il a promis de revenir sur son mandat. Est-ce que vous pensez que le président va nous dire qu'il ne va pas se présenter pour un troisième mandat? Oui, je crois d'abord qu'il faut préciser que trop de communication tue la communication. Oui. Le fait de mobiliser pendant toute cette période du 31 décembre, qui est une période de fête, tous les médias pratiquement pour un exercice d'échange avec les journalistes, je crois que ce n'était pas forcément une bonne formule et que la parole présidentielle doit être une parole rare et précieuse, ce qui en fait la sacralité qui doit donc s'arrimer à la nécessité de respecter ses engagements, qui nous amène donc à cette problématique du troisième mandat. Je crois que dans cette logique, il y a eu plusieurs étapes dans l'évolution du président de la République, dans ses stratégies, mais aussi dans sa pensée. Je crois la première perspective, c'est après l'élection présidentielle de 2019. Le président a supprimé le poste de Premier ministre. C'était un premier virage. Le second virage, ça a été le 1er novembre 2020, lorsque le président de la République a élargi sa majorité avec l'entrée d'Idrissa Seck, qui a été positionné comme président du Haut Conseil des collectivités, du Conseil économique, social et environnemental, et l'entrée de ministre de son parti. Donc à partir de ce moment, on avait un virage décisif du président Sall, et ce virage est confirmé par l'évincement de tous les présidentiables de son camp, et on se rend compte qu'il y a eu un troisième virage. Ce troisième virage-là a été les événements de mars 2021, et à partir de là, on s'est rendu compte que le président est en train quelque peu de rétro-pédaler et de reconsidérer ces velléités qu'on lui prête de vouloir briguer un troisième mandat. Cela veut dire quoi? Qu'il va renoncer? Il va nous dire exactement après les locales, voilà, je m'en limite à mon second et dernier mandat. Oui, mais en réalité, je crois que le président de la République est le gardien de la Constitution. Oui. Selon l'article 37, il jure de respecter et de faire respecter la Constitution. Je crois que c'est curieux que ce débat continue à alimenter l'espace politique sénégalais, parce que en réalité la Constitution est au-dessus du président. Carl Schmitt disait que le souverain est souverain celui qui décide de l'exception. C'est comme qui dirait que le président est au-dessus de la Constitution. Or, le président est soumis à la Constitution dont il est le gardien. Donc, si la Constitution dispose de façon claire, nette et précise que nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs, je crois qu'il n'y a pas de raison à ce qu'on laisse la Constitution pour se fier aux desiderata du président de la République. Oui, sauf que les constitutionnalistes ne se sont pas entendus tout au long de cette année sur cette affaire, sur cette problématique de troisième mandat. Oui, mais en réalité, on interprète ce qui est flou, mais ce qui est clair, net et précis, on n'a pas besoin de l'interpréter. Si on vous dit que pour se présenter à l'élection présidentielle, il faut être âgé au minimum de 35 ans
et au plus de 75 ans, il n'y a pas de place pour l'interprétation, c'est clair. Et quand on vous dit que nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs, c'est d'abord du français. Eh bien, nul, c'est un article impersonnel, c'est valable pour Massamba, pour Mademba, pour Jean, pour Paul, pour Mahari ou pour ce qu'on a évoqué l'absence de disposition transitoire de l'article 27 de la Constitution. On n'a pas besoin de disposition transitoire dans la mesure où déjà le président Sall avait été élu sous l'empire d'une constitution qui limitait déjà les mandats à 2 et que la réforme de 2016 est venue tout simplement préciser ce qui existait déjà et verrouiller davantage eu égard à ce qu'on a connu dans la période 2011-2012 sous le président Abdoulaye Wade. Donc le problème ne se pose pas. Et il faut rappeler que pour le président Abdoulaye Wade, on était dans une optique où son problème c'était parce qu'il y avait eu une nouvelle constitution entre-temps, celle du 22 janvier 2001. Eh bien, cette constitution-là était donc une constitution qui venait en quelque sorte remettre à plat, renouveler totalement l'ordre constitutionnel et l'ordre institutionnel. Et le président posait la question de savoir est-ce que son mandat acquis sous l'empire de la Constitution du 7 mars 1963 devait être comptabilisé ou non. On n'est pas dans ce schéma puisque, encore une fois, lorsque le président Sall était élu, il a été sous l'emprise d'une constitution, sous l'empire d'une constitution qui limitait déjà les mandats à 2 et il est venu avec la réforme de 2016 verrouillé, renforcé par rapport à ce qu'on a vécu en 2011-2012 et lui-même disait que le président ne pouvait pas se présenter. Il a été le porte-étendard de ce combat. Il a fait le tour du Sénégal en 2016 avec ses partisans pour dire qu'on a verrouillé la Constitution et que les dispositions de l'article 27 sont extrêmement claires. Nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. Je crois que ça c'est inscrit dans le marbre et d'autant plus qu'il y a l'article 103 de la Constitution qui vient encore verrouiller en posant cela comme une clause d'intangibilité et que cette clause d'intangibilité elle-même est verrouillée par le dernier alinéa de l'article 103. En attendant, on va faire comme lui, attendre le moment venu pour se prononcer sur la question, c'est ce qu'il a dit après les locales. La dernière info sur 2021 également, c'est le retour du poste de Premier ministre. Les observateurs, les acteurs politiques ont salué ce retour du poste de Premier ministre. Ils ont même qualifié d'échec ce que le président avait appelé comme fast track et ce qui explique d'ailleurs le retour du poste de Premier ministre. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose ou il y a des calculs politiciens derrière? Oui, en réalité, la suppression du poste de Premier ministre me semble être une erreur d'appréciation sous 2 angles, sous l'angle technique d'abord et administratif, puisque le Premier ministre est en quelque sorte celui qui coordonne l'action du gouvernement et en plus le Premier ministre avait eu à réaliser beaucoup du travail gouvernemental avait été donc effectué par le Premier ministre et le président avait mis en avant son Premier ministre en 2007 pour diriger sa liste aux élections législatives. Donc c'est vous dire que c'était un poste extrêmement important, névralgique dans l'ordonnancement, dans l'agencement des structures administratives. Et donc supprimer ce poste entraîne une trop forte centralisation et comme vous le savez, la centralisation risque d'amener ce qu'on appelle l'apoplexie au centre et la paralysie aux extrémités et prive le président de la République d'un bouclier et d'un fusible, ce qui nous amène à la problématique politique de la suppression du poste de Premier ministre, qui fait que le président de la République est à la fois au four et au moulin, et ce qui fait que tout lui retombe dessus et qu'il ne peut pas naturellement, n'étant pas doté du don d'ubiquité, d'être partout en même temps et de tout faire. Et donc la suppression du poste de Premier ministre, de ce point de vue politique, a été également une erreur. Encore que sur le plan du principe de fonctionnement du système politique sénégalais depuis 1963, il y a que les constructions hégémoniques du pouvoir personnel contredisent et nourrissent tout à la fois l'institutionnalisation de la démocratie. Et on se rend compte qu'en réalité, il y a à peu près 8 ans au bout desquels eh bien, le pouvoir personnel commence à s'essouffler. On a pu le constater avec le président Senghor de 63
à 70 avec le retour du poste de Premier ministre et l'ouverture du jeu politique à travers le multipartisme limité. On a pu le constater avec le président Diouf de 81 à 88, 8 ans environ, et une ouverture du jeu politique, retour du poste de Premier ministre en 1991, code électoral consensuel en 92 et les autres innovations institutionnelles et autres processus de démocratisation initiés avec l'opposition pour renforcer les règles et les principes démocratiques jusqu'à l'alternance. Ouais. Lorsque le président Wade arrive, 2008, 8 ans environ, on a ensuite l'organisation des assises nationales. Donc un président qui a fait 8 ans environ et qui arrive à vouloir fermer le jeu, c'est une contradiction par rapport au fonctionnement du système politique sénégalais. Et donc si le président persiste dans cette volonté de fermer le jeu, eh bien, on a pu le constater avec les événements regrettables de mars 2021. Et donc, il est à un moment de l'évolution du système politique sénégalais où ouvrir le jeu est un impératif. Oui, mais il y a aussi d'aucuns qui disent que c'est juste un calcul politicien en direction de 2024, puisqu'on ne peut pas occulter 2024. Il était en train de préparer un dauphin politique. Est-ce que c'est la même analyse que vous avez ? Je crois qu'en réalité, il va falloir attendre de savoir quel est le profil du Premier ministre qui sera donc nommé par le président Sall pour avoir une appréciation. Mais il est sûr qu'à partir des événements de mars 2021, le président Sall a été obligé de reconsidérer ses stratégies, de reconsidérer ses plans, ce qui n'exclut pas totalement la possibilité de briguer une troisième candidature, mais également cela n'exclut pas que le président également puisse initier d'autres perspectives en ouvrant plusieurs combinaisons et le moment venu d'essayer de s'inscrire dans la combinaison qui serait la plus avantageuse pour lui. Oui, et on s'achemine justement vers les élections communales et territoriales plutôt. On a vu ce qui s'est passé avec les rejets massifs du côté des listes de l'opposition. Quelle est votre lecture sur ce qui a fini quand même par créer une tension politique chez nous ? Je crois que le fait qu'il y ait des recours qui soient intentés, c'est toujours une bonne chose dans une démocratie, parce que la démocratie, c'est finalement une confrontation d'idées, de valeurs, d'intérêts médiatisées par des institutions et des normes. Et donc que l'on puisse saisir dans le cadre d'un état de droit la justice pour trancher les différends, je trouve que c'est normal dans un état de droit et que cela est à saluer. Mais l'autre problème qui se pose, c'est qu'en droit, on dit que pas d'intérêt, pas d'action. Pas d'intérêt, pas d'action. Alors la question que je me pose, c'est quel est l'intérêt des autorités administratives pour que les listes de l'opposition soient invalidées. Et il ne faut pas oublier aussi que le Sénégal a une histoire. On a une histoire de connivence, de complicité entre l'administration et le parti au pouvoir. Ce qui a fait qu'à partir de 1998, on a eu un ministre de l'Intérieur sans affiliation partisane. On a eu l'Observatoire national des élections en 1997 qui est devenu la Sénat en 2005. Donc tout cela montre qu'il y a eu de façon persistante dans l'histoire électorale du Sénégal des soupçons et des suspicions persistants quant au rôle, quant à la neutralité de l'administration. Donc quand l'administration se comporte d'une certaine manière, cela donc nourrit davantage une certaine nébulosité, en tout cas peut mettre à mal le principe de neutralité de l'administration, encore que lorsqu'une liste électorale, quelle qu'elle soit, ne participe pas, je crois que c'est aux élections, je crois que c'est la vitalité démocratique qui en prend un coup. Est-ce que cela veut dire que le pouvoir en place est en train de s'organiser parce qu'il est dit de part et d'autre que ces élections sont des tests grandeur nature pour le président Macky Sall en direction de 2024? Est-ce qu'ils sont en train de s'organiser pour tout faire pour gagner ces élections? Oui, gagner les élections pour un parti au pouvoir, c'est légitime.
nourrir l'ambition de gagner les élections, c'est légitime, tout comme l'opposition également nourrit l'ambition légitime de gagner les élections. L'essentiel, c'est que les règles soient respectées et que ces règles et les institutions prévues à cet effet puissent canaliser judicieusement et pacifiquement le processus au électoral. vu de ce que vous avez constaté, ces règles justement sont respectées? Oui, il y a une tension autour des règles. Oui. Mais l'essentiel, c'est que la justice fasse preuve de crédibilité, d'impartialité, de neutralité et d'efficacité quant à encadrer et à réguler les contradictions entre les différents acteurs du jeu politique. Alors, on a vu aussi au terme de cette année qui va s'écouler dans quelques heures, des détournements tout azimut. On a vu ce qui s'est passé dans les entreprises publiques. Aujourd'hui, qu'est-ce qui explique le fait que l'argent du contribuable soit dilapidé de part et d'autre? Est-ce que c'est quand on est en fin de règne, c'est comme ça que cela se passe? Non, je pense que ce n'est pas lié, à mon avis, à une question de fin de règne. Je crois que dans une démocratie qui se respecte, dans un état de droit digne de ce nom, lorsque l'on confie des responsabilités à des individus, cela doit rendre compte et il faut que les corps de contrôle prévus à cet effet, il faut que la justice également puisse jouer son rôle afin que les deniers publics soient gérés de la manière la plus effective. Les corps de contrôle font leur travail, mais à l'arrivée, il n'y a aucun résultat. Vous avez vu ce qui se passe. On a entendu la présence de l'OFNAC, on a entendu les autres corps de contrôle de l'État. Mais c'est le résultat qui pose problème, la finalité de ces audits et de ces évaluations. Oui, naturellement, ça pose un problème de volonté politique parce qu'en réalité, tout converge autour du président de la République qui décide de l'opportunité de poursuivre ou pas. Donc, quelque part, il y a comme une sorte de régulation présidentielle du système clientéliste et c'est là où le bas blesse malheureusement. Oui. Alors, nous attendons nos premiers barils en 2023. On a vu qu'une loi va voir le jour parce que les ressources appartiennent à partir de cette loi au peuple sénégalais. Est-ce que vous êtes conscient qu'il y aura transparence dans la gestion de nos ressources naturelles? Oh, je crois qu'il ne faut pas donner une carte blanche. Il faut juger sur place et sur pièce. Il y a un dispositif qui est mis en place. Il faut que ce dispositif soit respecté. Il faut que ce dispositif soit inclusif. Et il faut, encore une fois, revenant au principe de la gouvernance, que les deniers de l'État aillent au peuple sénégalais et qu'ils ne soient pas pillés et gaspillés par une caste de politiciens qui s'en mettent plein les poches. Merci beaucoup, professeur. Merci infiniment. Maurice Soudieck-Dione était notre invité et le professeur agrégé en droit, en sciences politiques. Je vous souhaite au seuil de cette année finissante une excellente année 2022. Que 2022 soit meilleur que 2021. Paix, amour et surtout santé et prospérité. Déwéneti, Soir d'info revient l'année prochaine, Inch'Allah.